La preuve en droit, les moyens de prouver. Comment prouver un acte juridique ou un fait juridique? Un fait juridique peut être délibéré comme le vol ou involontaire comme un accident de la route. Par exemple, les éléments retenus pour un fait juridique peuvent être les témoignages ou les indices. Le juge va alors établir son intime conviction à partir de ces preuves imparfaites. Voyons maintenant l'acte juridique. L'acte juridique découle généralement d'un accord entre les parties. Exemple, les contrats de transport. Les moyens de prouver sont des preuves parfaites comme l'aveu judiciaire, l'acte sous seing privé et les actes authentiques. Nous sommes là pour vous donner de la lumière sur vos droits, vos obligations et pourquoi pas tous vos devoirs. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue sur Utne Justicia. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Maître Blaise Pascal Diour, avocat au barreau de Katanga et du Lualaba, à qui j'ai dit bonjour Maître. Bonjour Madame. Bienvenue sur Utne Justicia. Merci beaucoup. Nous parlerons aujourd'hui sur l'administration de la preuve en droit. Comment comprenez-vous ces thèmes? Merci beaucoup, Madame, pour la question. Par administration de la preuve en droit, c'est l'ensemble des procédés utilisés par une partie au procès pour se disculper ou inculper l'autre. Donc, si je peux y aller par un exemple, c'est-à-dire lors d'un procès, que ce soit un procès pénal ou civil, donc la formule, donc les procédés qu'une partie prend pour convaincre les juges, juste pour que les juges lui donnent raison, ou soit pour que les juges puissent confirmer la sentence à l'égard de l'autre partie. Donc c'est un peu ça en clair, si je peux définir comme ça. Est-ce qu'il y a des principes concernant l'administration de la preuve? Normalement. L'administration de la preuve, je vous dis, c'est ce qui va même fonder à ce que les juges aient des moyens pour donner sa décision. Alors, cette administration des preuves n'est pas comme ça, elle n'est pas sans forme. Donc, l'administration de la preuve a certains principes. Donc, ces principes sont, entre autres, la loyauté de la preuve, la liberté et que sais-je encore. Alors, comment pouvez-vous nous expliquer les différents principes de l'administration de la preuve? Normalement, la preuve joue un grand rôle dans l'administration du droit, ou soit dans la façon de rendre une décision pour les juges. Alors, pour cela, la preuve, c'est un élément très très important dont le juge a besoin pour la rédaction de son jugement. Alors, par la preuve, donc, si je dois y arriver, la preuve doit être crédible. La preuve ne doit pas être obtenue par la ruse, par exemple. C'est ce qu'on appelle chez nous en droit la crédibilité de la preuve ou la loyauté. Donc la preuve doit être crédible et doit être aussi loyale. Pourquoi? Parce que le juge va se fonder sur cette preuve pour donner une décision. Et cette décision, elle envoie toujours à la vie de quelqu'un. Figurez-vous que quelqu'un X a mené Y en justice, insinuant que Y a volé, par exemple. Alors, ce X-là doit fournir au juge des preuves solides qui les pousse à dire que X, effectivement, a volé. C'est-à-dire qu'il doit mettre à la disposition du juge toutes les preuves pour que les juges puissent prendre une décision qui va rencontrer la vérité juridique. C'est un peu ça. Voilà, maître. Est-ce qu'il y a une différence entre les systèmes de la preuve libre et les systèmes de la preuve légale? Normalement, ça dépend des matières. Parce que chez nous en droit, nous avons des matières. Nous avons la matière civile et nous avons la matière pénale. Oui. Alors, la preuve est libre, c'est en principe de la matière pénale. C'est-à-dire quoi? En matière pénale, celui qui est accusé ou celui qui est acquise a la possibilité d'amener au juge toutes sortes de preuves sur lesquelles il se fonde pour accuser l'autre. Ça, c'est en matière pénale. Maintenant, en matière civile, la preuve n'est pas libre. Parce que cette fois-là,
il faudra démontrer, et la preuve est hiérarchisée. C'est-à-dire, en matière civile, il y a toutes sortes de preuves. La preuve peut être par un aveu, la preuve peut être par un acte sous seing privé, ça peut être aussi par un acte authentique. Alors, je suis en train de parler des termes un peu, qui sont un peu durs ou qui sont trop pratiques. Je dois m'expliquer. Un acte sous seing privé, c'est-à-dire quelqu'un vous réclame une dette. Il dit qu'il vous avait prêté une dette. Alors, vous allez avec un écrit, un acte que vous avez écrit, une décharge, un acte de reconnaissance que vous lui avez fait. Ça, c'est un acte sous seing privé, c'est-à-dire c'est un acte que vous avez écrit et signé vous-même. On l'appelle en droit un acte sous seing privé. Ça peut aussi être un acte authentique, c'est-à-dire c'est un acte qui a été dressé ou signé par une autorité ayant la compétence de le faire. Je vais prendre un exemple. Lorsque vous voulez prouver l'âge de quelqu'un, la loi dit vous devez le prouver par un acte d'état civil. Et celui qui fait les actes d'état civil, c'est le bourgmestre. Donc, lorsque vous avez un acte de bourgmestre pour prouver en droit, on appelle ça un acte authentique. Donc, ça peut aussi être un aveu. Un aveu, c'est-à-dire que vous accusez quelqu'un d'avoir volé, lui-même le dit de sa bouche. Il reconnaît que voilà, j'avais volé. C'est un aveu. Mais cette fois-ci, l'aveu ne doit pas être forcé ou bien ne doit pas être obtenu par la violence. C'est-à-dire, il y a une arme qui est braquée sur quelqu'un et vous lui dites, si tu n'acceptes pas, nous allons te tuer. Vous obtenez l'aveu sur violence, c'est un aveu qui ne fait pas fortune en droit. Et ce n'est pas une preuve. Parce qu'on peut toujours les contester à tout moment de la procédure. Voilà, maître, vous venez de nous parler de la différence entre la matière civile pénale, et la oui. matière pénale. Est-ce qu'on peut connaître vraiment la différence par des exemples? Oui, par les exemples, et j'en ai parlé tantôt, lorsque vous amenez quelqu'un en justice pour vol, je vais prendre un exemple qui est en vogue. C'est un dossier que tout le monde attend, que tout le monde voit sur les réseaux sociaux. Nous allons prendre le cas de l'ancien ministre de Justice, Constant Mutamba. Les détournements, c'est purement pénal. C'est ça, je vais prendre cet exemple pour que les téléspectateurs qui nous suivent puissent comprendre. Lorsque vous accusez quelqu'un d'avoir détourné, c'est la matière pénale. La matière pénale, c'est la matière à l'issue de laquelle celui que vous avez amené en justice pourra être condamné et va faire une peine d'emprisonnement. Donc, à la suite de cette infraction, à la suite de cette procédure, celui que vous avez amené en justice sera condamné par une peine de prison. La matière pénale. Oui. Et la matière civile, lorsque vous êtes en train de vous disputer une maison, par exemple, vous avec votre voisin, vous dites que non, voilà, il a pris 2 mètres dans ma parcelle. L'autre dit non, je n'ai pas pris sa parcelle. Vous avez un conflit qui vous oppose, cette matière, elle est civile. Alors, vous êtes devant un juge civil. Et c'est là, bien sûr, on peut condamner, mais cette fois-ci avec des peines d'amende. Donc, pas de peine, pas l'emprisonnement. C'est ça la différence entre matière civile et la matière pénale. Voilà, maître, à qui est comme la charge de la preuve? Est-ce que c'est à celui qui vient ester en justice ou à la partie qui est accusée? Merci beaucoup pour la question. C'est une très bonne question. Chez nous, en droit, nous avons un principe de droit qui dit « actori incumbit probatio ». C'est-à-dire, il appartient à celui qui allègue les faits d'en apporter la preuve. C'est-à-dire, lorsque vous allez devant un juge, vous dites que je suis venu avec quelqu'un tel pour tel fait, vous devez amener la preuve de ce que vous alléguez. Donc, pour répondre à votre question, il appartient à celui qui accuse, à celui qui allègue les faits d'en apporter la preuve. Comment se fait les principes de l'intime conviction du juge et des limitations? Merci beaucoup. C'est une question très pertinente. D'abord, par intime conviction du juge, qu'est-ce qu'il faut entendre?
Je vais revenir par un cas pratique pour permettre à bien comprendre de quoi nous parlons. L'intime conviction du juge, c'est-à-dire le juge est en face de lui, il a en face de lui plutôt des parties. Il y a une partie qui accuse l'autre devant un tribunal. Il y a un procès. Alors, l'autre dit, celui-ci a volé mon bien. L'autre se défend, il dit, je n'ai pas volé son bien. Alors, l'autre présente au juge les différentes preuves pour attester qu'effectivement, X a volé son bien. Alors, tout ça, ça se passe devant les juges. Les juges posent des questions, ils reçoivent des preuves, ils reçoivent toutes sortes de preuves, des témoignages, des aveux, s'il y en a. Et cette fois-là, le juge a déjà en tête une idée. Le juge, ce n'est pas un magicien, c'est-à-dire quand vous l'amenez, quelqu'un qui a volé, quelqu'un qui a détourné, directement, il a une décision à rendre. Non. C'est-à-dire, la décision que le juge doit rendre doit reposer sur les éléments de preuve que vous lui amenez. Alors, lorsque le juge a une idée sur ce qui se passe, il va prendre une décision sur base de l'intime conviction. C'est-à-dire quoi? L'intime conviction, c'est la confiance qu'a le juge. C'est-à-dire, après avoir entendu le déroulement du procès, le juge s'est fait une idée. Il s'est fait dans sa conscience. Parce que le juge, ce n'est pas un magicien que je dis, il a étudié les droits, il sait analyser les infractions. Mais c'est un peu comme un psychologue. Bon, ça joue aussi. Hein. Chez nous, malheureusement, on ne fait pas la psychologie parce que la psychologie, elle se base sur les aspects qu'est-ce que vous voyez. Mais maintenant, le juge voit un peu au-delà parce qu'il y met l'intention. Dans la commission de chaque infraction, il y a ce qu'on appelle l'élément intentionnel. Et le juge, pour déterminer ça, il doit se baser sur les différents éléments de preuve qui sont à sa charge. Alors, c'est pourquoi on dit que le juge se base sur l'intime conviction. Comme on dit, la conviction, elle vient de l'intérieur. Il est convaincu que ce monsieur a volé. Il est convaincu que le monsieur n'a pas volé. Donc, c'est une compréhension, une appréhension du dossier par la conscience. Donc, à l'intérieur, il sait que voilà, avec les éléments de preuve qu'on m'a donnés, tel est coupable, soit il ne l'est pas. Nous sommes toujours en train de parler de l'administration de la preuve avec comme invité Maître Blaise Pascal Diour, avocat au barreau de Lualaba et du Haut-Katanga. Alors, Maître Blaise, quels sont les modes de preuve, de témoignage? Les modes de témoignage, effectivement, il n'y a pas formellement les modes qui sont requis par la loi. Mais on peut classer les témoignages selon que les témoins qui viennent défiler devant les juges a vécu les faits ou bien ils les ont entendus. Lorsque vous avez vu les faits se passer, on dit que vous êtes un témoin oculaire. Donc vous avez vécu, vous avez vu tout ce qui s'est passé sur la scène de drame. Et lorsque vous avez entendu, vous n'avez pas vu, cette fois-là, on dit que vous êtes témoin auriculaire. Donc, si nous pouvons classer ça, les témoignages, il y en a de deux sortes, c'est-à-dire les témoignages auriculaires et les témoignages oculaires. Comment les auditions et les interrogatoires se réalisent-ils? Merci beaucoup, madame. Vous savez, la Bible dit que la justice élève une nation. Lorsque, au cours d'un procès, on vous appelle comme témoin pour venir, pour qu'on prenne vos dépositions comme témoin pour faire la lumière sur un dossier, la première des choses, on vous demande de prêter serment. C'est-à-dire, dans ce serment que vous prêtez, vous jurez de dire la vérité, rien que la vérité. Alors, lorsque vous prêtez ce serment, vous dites ce que vous connaissez sur ces dossiers et vous vous limitez par là. Pourquoi? Parce que vous devez aider au tribunal de prendre une décision juste et une décision qui va apporter la paix sociale.
Donc c'est comme ça. Donc les auditions se font, on appelle un témoin, il arrive devant les tribunaux, il prête serment de dire la vérité pour que cette vérité aide les tribunaux à prendre une bonne décision. Quels sont les rôles exacts d'un témoin dans une audition? Est-ce que sans un témoin, les juges ne rendront pas sa décision? Effectivement, les juges peuvent prendre une décision sans témoin, bien sûr. Mais vous savez, lorsque le juge a devant lui des personnes qui parlent des langages différents, il a besoin d'une troisième personne pour les séparer. Je prends un exemple. L'exemple du débit. La troisième personne peut aussi être corrompue. Oui, mais s'expose. Lorsque un témoin vient, au lieu d'apporter la lumière au tribunal, il amène le tribunal à prendre une mauvaise décision, il est poursuivable. Et je vais en arriver, il y a une sentence pour un témoin qui vient induire le tribunal en erreur. Il y a subornation des témoins, c'est une infraction. On peut poursuivre ces témoins, on peut poursuivre même la personne qui l'a envoyé à venir témoigner et à envoyer le tribunal à la dérive. Donc c'est un peu ça. Le témoin, lorsqu'il vient devant la justice, il a intérêt à dire la vérité, rien que la vérité. Vous voulez donner un exemple tout à l'heure, c'était quoi? Lorsque je voulais parler des témoins, je voulais dire que les témoins, normalement, les témoins c'est... Donc, je reviens, je me rappelle, vous avez dit est-ce que les juges peuvent prendre une décision sans témoin? Effectivement, lorsque les juges pensent que son intime conviction est éclairée, sa religion est éclairée, il peut prendre une décision sans faire recours aux témoins. Mais s'il pense qu'il y a des zones d'ombre entre ce que l'accusé dit et ce que les demandeurs disent, alors cette fois-là, il appelle une troisième personne pour les départager. Alors, l'exemple que je voulais prendre, c'est celui-ci. Vous amenez quelqu'un en justice parce que pour vous, vous pensez que cette personne a volé votre bien. Et la personne arrive devant les juges et dit, je n'ai jamais vu ce bien-là. Je ne l'ai jamais touché, je ne connais pas cette personne. Alors, le juge est dans une confusion. Il a besoin d'une troisième personne pour que soit il puisse infirmer sa position, soit la confirmer. Alors, lorsqu'on appelle un témoin, il a la responsabilité d'aider les juges ou d'aider les tribunaux. C'est-à-dire, le témoin doit venir confirmer ou infirmer une thèse d'une partie au procès. Le témoin viendra soit pour dire, effectivement, je connais ce monsieur, je l'ai vu voler, il avait volé telle chose, et puis il habite ce quartier. Ou soit il viendra pour dire, non, c'est lui que vous avez amené ici, ce n'est pas lui, moi j'avais vu les vrais voleurs. Donc vous voyez que les témoins jouent un grand rôle dans un procès, que ce soit un procès civil, que ce soit un procès pénal. Alors, qu'arrivera-t-il à un témoin qui refuse, qui s'abstient de témoigner? Merci beaucoup pour la question. La loi a déjà prévu tout ce qui arriverait à un témoin qui s'abstient ou refuse de témoigner. Lorsque on a fait une citation à témoin, parce que normalement les témoins doivent venir devant les tribunaux par une citation. Donc, ce qu'on appelle une invitation dans un terme un peu léger, mais chez nous on appelle ça une citation à témoin. Lorsqu'on appelle quelqu'un à venir témoigner devant les tribunaux, la personne ne peut évoquer une autre raison plutôt pour dire non, je n'irai pas. À moins que cette raison soit juste. Si la personne refuse de venir témoigner, la loi prévoit qu'on peut le faire venir de force. Et lorsqu'on vous fait venir de force, vous devez témoigner pour aider le tribunal à prendre une bonne décision. Et au cas où vous ne témoignez pas, on vous condamne. On vous condamne comme étant un témoin défaillant. Cette fois-ci, vous n'avez pas voulu aider le tribunal à prendre une bonne décision. Donc c'est légal, ça existe, madame. Mais que gagne un témoin en donnant sa connaissance au tribunal? Merci beaucoup. Est-ce qu'il gagne de l'argent? Non, malheureusement, les témoins ne gagnent pas de l'argent devant un tribunal. Il vient prêter ses services comme étant un bon citoyen, parce que vous savez, nous les citoyens, nous avons les devoirs et les obligations d'aider l'État. C'est-à-dire, lorsqu'un témoin vient, il vient parce qu'il est d'abord citoyen. Il vient en bon citoyen
pour aider à ce que la justice soit bien administrée. Et il n'y a aucun salaire par rapport à ça. Sinon, ce serait de la corruption. Une justice continue, nous sommes toujours en train de parler de l'administration de la preuve avec comme invité Maître Blaise Pascal Diour, avocat au barreau de Haut-Katanga et du Lualaba. Alors, Maître Blaise, qu'est-ce qu'un serment rogatoire? Merci beaucoup, Madame. D'emblée, déjà, je vais vous dire que les serments dérogatoires n'existe pas en droit, mais par contre, il y a ce que nous appelons la commission rogatoire. C'est-à-dire, c'est une procédure par laquelle un juge qui instruit une affaire, lorsqu'il se sent indisponible, il peut demander à un autre juge d'auditionner un témoin dans cette affaire. C'est-à-dire, moi je prends mon exemple, je suis en train d'instruire sur les vols. Il y a un témoin que je devais entendre. Alors, lorsque je ne suis pas en mesure de le faire, je peux demander à un autre juge de faire le même travail. Donc, je lui délègue le pouvoir de faire ce travail. Alors, le témoin qui vient dans cette procédure, normalement, son témoignage, on appelle ça un témoignage par dérogation ou un témoignage dérogatoire. Donc, un témoin dérogatoire n'existe pas, mais la commission dérogatoire existe et les témoignages dérogatoires existent dans cette commission. J'aimerais un peu savoir comment s'est fait la saisine de la cour d'appel. La cour d'appel, vous savez, c'est une grande instance, une grande juridiction de jugement. Déjà, ici en province, c'est la juridiction la plus haute. Donc, c'est le haut sommet des juridictions de jugement. Alors, comment on saisit la cour d'appel? Alors, la cour d'appel peut être saisie par les parquets près la cour d'appel, qui est saisie d'une matière qui rentre dans la compétence de la cour d'appel. Donc, ça veut dire quoi? Lorsqu'il y a quelqu'un qui bénéficie des privilèges des juridictions, prenons les maires de la ville, prenons des hauts directeurs dans des sociétés qui sont justiciables à la cour d'appel. Alors, lorsqu'on les auditionne au parquet, on trouve que les faits qu'ils ont commis sont infractionnels. On fixe ces dossiers devant la cour d'appel parce que c'est leur juridiction naturelle. Mais aussi, la cour d'appel peut être saisie par un acte d'appel du tribunal de grande instance. Prenons l'exemple que j'étais en train de donner ici. Lorsque quelqu'un est condamné pour l'infraction de vol au tribunal de grande instance, et lorsqu'il n'est pas d'accord, la loi a prévu que celui qui n'est pas d'accord dans un dossier peut faire appel, il peut interjeter appel. Donc il conteste cette décision. Lorsque vous bénéficiez d'une décision au tribunal de grande instance et qu'elle ne vous plaît pas, vous pouvez saisir la cour d'appel. Cette fois-ci, vous la saisissez par l'acte d'appel que vous faites au greffe. Donc c'est ça les différentes formes par lesquelles la cour d'appel peut être saisie. Y a-t-il un temps d'écoulement, un moment d'écoulement pour faire appel? Normalement, il y a la loi prévue parce que sinon, quelqu'un pourrait être bénéficiaire d'une décision, aller dormir et puis lorsqu'il voudra, il va venir faire appel. Alors, la loi a prévu en matière pénale, lorsque vous êtes bénéficiaire d'une décision que vous avez contestée au tribunal de grande instance, en matière pénale, vous avez 10 jours après la signification de la décision. Donc, vous avez 10 jours pour saisir la cour d'appel. Maintenant, en matière civile, après la signification aussi du jugement contesté, vous avez 30 jours pour saisir la cour d'appel. Bon, prochainement, nous irons en profondeur de cette matière. Avec plaisir. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Pouvez-vous nous faire un petit résumé en lingala
s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bandeko nyonso balandi biso lelo tolobeli makambo ya administration ya preuve elingi koloba lolenge nini moto oyo bafundi to moto afundi moninga akoki kosala liboso ya zuzi akoki kosala ndenge nini pote zuzi apesa ye raison to zuzi a condamné moto azali kofunda yango wana tolobeli lelo makambo ya témoignage tolobeli makambo ya ave tolobi ke pona kokoma epa ya juge il faut kobongisa témoignage na yo il faut kobongisa ba preuve na yo po zuzi apesa yo raison à part wana tolobeli makambo ya ndenge nini okoki ko saisir cour d'appel soki ozali na décision oyo ba rendre na tribunal na grande instance na dossier na yo oyo osepeli na ngote soki ezali matière pénale ozali na 10 jours pour na saisir cour d'appel soki ezali matière civile ozali na 30 jours après signification pour saisir cour d'appel yango wana na synthétiser na mukuse mais les restes na émission tolobeli makambo ebele. Voilà, maître, comment traduirez-vous l'adage Iuris et de iure? Merci beaucoup, madame. Iuris et iure. C'est un adage, mais chez nous en droit, on considère ça comme un principe général du droit. Ça veut dire que la preuve absolue ne peut être contestée ou combattue par une autre preuve contraire. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, je sais que tout le monde connaît cet adage. Nul n'est censé ignorer la loi. Alors, ça a été opposé à beaucoup de gens. On a arrêté quelqu'un, on l'a mis devant les juges, on dit que tu sais que voler c'est mauvais. Moi, quelqu'un m'avait fait rire. Il a dit devant les juges, naeba kite, il dit en lingala, naeba kite que ceux qui n'abimisi lokoyo, na tiawa, ils ont infraction. Alors, nul n'est censé ignorer la loi plutôt, rentre dans la preuve absolue en droit. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller devant un tribunal ou une juridiction dire que vous ne connaissez pas la loi. Dès que la loi a été déjà promulguée et annoncée au journal officiel, nous sommes tous censés la connaître et la respecter. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, madame. Nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission In Justicia. Nous avons eu à parler sur l'administration de la preuve avec comme invité Maître Blaise Pascal Diour, avocat au barreau de Haut-Katanga et du Lualaba. D'ici là, portez-vous bien. C'était Adams Malaika. Ciao. La plupart des innocents se retrouvent condamnés vis-à-vis à leurs droits. La plupart des innocents se retrouvent condamnés vis-à-vis à leurs droits parce qu'ils sont ignorants.